À la cérémonie de lancement, les producteurs, l'État et les spécialistes de la filière s'engagent pour de nouveaux records. En 2016, les taux avaient baissé rien que 15 000 tonnes, alors que le prix aux producteurs est passé de 250 à 350 francs le kilo. La 4G virtuelle s'invite dans le secteur des télécoms au Sénégal. 3 opérateurs ont obtenu des licences, mais les interrogations se multiplient autant sur le processus d'octroi et la place des MVNO dans le dispositif actuel. Alors comment ça marche? Vont-ils bousculer les opérateurs classiques? Élément de réponse dans le dossier de cette édition. 86 000 en 2016, plus de 95 000 en 2017. Le don de sang gagne quelques milliers de poches. Il y a à ce jour 6 donneurs pour 1000 habitants, alors que notre pays vise l'objectif de 10 donneurs de sang pour le même nombre de personnes à l'horizon 2027. Le gap est là. La journée mondiale du donneur du sang célébrée ce 14 juin offre l'occasion de faire le plaidoyer pour que tout le monde s'y mette. Et puis Ramadan, grossesse et allaitement, c'est le sujet de la rubrique santé de ce soir. Les femmes qui sont dans cet état sont soumises à des conditions avant de jeûner. Consulter son médecin est la première chose à faire pour ne pas s'engager dans cette démarche de foi, certes, mais attention à certaines menaces sur votre bien-être. Conseil aussi valable pour ceux qui exercent des métiers durs, ouvriers, maçons, marchands ambulants. Attention à la chaleur ou à l'excès dans les efforts physiques. Bonsoir à tous. La campagne 2017-2018 pour le coton a démarré. Missira, dans la région de Tambacounda, a abrité la cérémonie de lancement après une année 2016 qui aura été marquée par une baisse de la production. Néanmoins, les meilleurs producteurs ont été distingués et cette année, l'assurance agricole entre en jeu. Abdoulaye Sinkaré. C'est dans une ambiance de fête que Missira a accueilli le lancement de la campagne cotonnière 2017-2018. Cette rencontre est un moment où les acteurs jettent un regard sur le rétroviseur et ouvrent des perspectives. Cette rencontre est aussi un prétexte pour honorer les grands producteurs de toutes les zones cotonnières. La campagne écoulée a été marquée par une baisse de la production due, entre autres, à une mauvaise pluviométrie. Seulement 15 000 tonnes. Dans le cadre de son plan stratégique Sodefitex 2020, l'entreprise compte redresser la barre en diversifiant. Nous voulons une nouvelle figure de la Sodefitex en 2020, qui ne soit plus une agro-industrie cotonnière, mais une agro-industrie diversifiée, rentable, qui joue sur l'évolution des coûts et qui permet de contribuer à la sécurité alimentaire dans notre pays. Et pour parer à toute éventualité, l'assurance agricole est mise à contribution. Au-delà du coton, il va falloir développer les autres productions que sont le maïs, le riz, etc. Et dans cette perspective, la CNCAS est disposée à accompagner les producteurs que vous êtes et l'ensemble des acteurs. Je voudrais le confirmer ici. Le défi est grand. Pour le relever, le gouverneur en appelle à l'engagement des producteurs. L'État vient de faire un autre effort extrêmement important. C'est un peu vraiment de relever le prix aux producteurs qui passe maintenant de 255 à 300 francs. Et ça, je crois que aussi ça a été nous tous notre doléance. Et je pense que l'État l'a déjà satisfait. Donc aujourd'hui, il ne reste qu'à mon niveau, qu'au niveau des producteurs, une question d'engagement, une question de rigueur et une question de sacrifice. C'est la troisième fois que Missira a accueilli le lancement de la campagne. Les acteurs espèrent que celle-ci soit le point de départ de nouveaux records de production. Et on en vient à notre focus sur les MVNO. Comprenez, les opérateurs mobiles virtuels. Il y a quelques jours, 3 entreprises de droit sénégalais se sont vues attribuer des licences MVNO. Mais alors, qu'est-ce qu'un MVNO? Comment ça marche? Peuvent-ils bousculer le marché des télécoms au Sénégal? Question-réponse avec René Léon Fonseca. Il faudra désormais compter avec eux. Même dépourvus de réseau d'accès, d'infrastructures ou encore de spectres de fréquences, ces MVNO ou opérateurs mobiles virtuels auront certainement leur mot à dire dans ce vaste champ des télécoms dominé par 3 opérateurs traditionnels. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un MVNO? Mobile Virtual Operator Network, donc c'est de l'opérateur mobile virtuel. C'est une nouvelle classe d'opérateurs qui est apparue dans les années 2005, qui utilise les infrastructures d'un opérateur physique pour vendre des communications. Pour faire plus simple, un opérateur mobile virtuel fonctionne comme un grossiste. Il achète du crédit, des SMS et des gigaoctets à X prix
pour les revendre à une clientèle qui lui est propre. Il va plus loin qu'un grossiste. C'est un grossiste qui a sa propre politique commerciale, sa propre politique marketing, qui a sa marque et qui fait ses propres offres. Donc, il va s'appeler différemment des opérateurs existants. Mais ces MVNO pourront-ils bousculer le marché? Pour ce spécialiste, la réponse est sans équivoque. Ces opérateurs vont à coup sûr réduire l'offre à moindre marge. Généralement, dans les études qui ont été faites sur les MVNO, que ce soit en France ou en Angleterre ou en Europe, généralement, effectivement, on est arrivé à une baisse drastique des coûts. Le cas simple, c'est le cas d'accès à Internet en Europe, où l'émergence de Free et d'autres opérateurs qui, au départ, étaient des MVNO, d'accord, ont permis, à partir d'offres extrêmement agressives, de faire baisser les coûts d'accès. Pour d'autres, tout dépendra du choix de leur positionnement. Égard à celui qui se positionnera low cost. Si un MVNO se positionne low cost, il va être tué par les plus gros acteurs qui peuvent faire plus bas que lui. Et dans le marché tel qu'il est actuellement, il y a des acteurs qui sont déjà low cost. Donc c'est le mauvais positionnement qu'il ne faut pas avoir. La différenciation se fera autrement. Ça se fera autrement. Je ne pense pas que ça se fasse sur les prix. Ciblage, positionnement, stratégie de différenciation, tels donc doivent être les maîtres mots de ces opérateurs. Pour l'heure, 3 entreprises ont été retenues pour les licences MVNO. Il s'agit de Sirius Telecom Afrique, U-Mobile et Originessa. L'autre interrogation également sur toutes les lèvres, c'est comment la procédure d'attribution des licences MVNO s'est déroulée. Nous avons posé la question au directeur des affaires juridiques et du contentieux à l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, Khalilou Gaye, que je vous propose d'écouter. Au moment du lancement, l'ARTP a reçu, on a vu 23 sociétés retirer le dossier. Sur les 23 qui ont retiré le dossier, il n'y a que 11 qui ont proposé une offre. Voilà, c'est donc à partir de l'ouverture des plis que commence le travail. Les critères sont les suivants. D'abord, il y a des critères de recevabilité, ensuite des critères de qualification et des critères de sélection. Les critères de recevabilité, il fallait au moins disposer d'un accord de principe parce que le MVNO est hébergé par un opérateur titulaire de licence. L'autre critère de recevabilité aussi, il fallait avoir une soumission de garantie, telle que prévue par le Code des marchés publics. Il fallait également que toute l'offre soit rédigée en français. Ça, c'est les conditions de recevabilité. Donc, parmi les 11 qui ont soumis un dossier, 2 candidatures ont été jugées irrecevables parce que n'ayant pas déposé d'accord de principe d'un opérateur titulaire de licence au Sénégal. Les 9 qui ont été donc recevables sont passés à la phase de qualification. Pour être qualifié, il fallait remplir fondamentalement 2 critères. Il fallait avoir une ancienneté, une expérience de 4 ans dans le secteur des MVNO, mais aussi il fallait au moins exercer l'activité dans au moins un pays dans le monde. L'appel d'offres qui a été lancé est un appel d'offres national, donc destiné aux nationaux. Mais puisqu'on est conscient qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience en matière de MVNO au Sénégal, on a laissé la possibilité aux candidats nationaux de venir en groupement avec des étrangers. Voilà. Et le candidat national peut bénéficier de l'expérience de son partenaire étranger. Autre actualité, l'hivernage 2017 qui devrait s'installer sans difficulté majeure liée à l'assainissement, car toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. Déclaration du directeur général de l'Office national de l'assainissement, invité de l'émission Le Point, Alun Badara Diop, nous fait le point justement des opérations pré-hivernage et fixe les priorités pour cette année. Pour cette année 2017, l'effort est surtout mis aux Parcelles Assainies, qui est un quartier, une commune, qui est confronté depuis un certain temps à des problèmes. Surtout à l'unité 24. Surtout à l'unité 24, l'unité 25. Les Parcelles Assainies sont confrontées à ce problème pour 2 raisons. D'abord, avec l'urbanisation très rapide de cette zone, on imperméabilise de plus en plus le sol.
Donc il y a de moins en moins d'infiltration. Donc nous disposons là-bas d'un réseau quand même un peu vétuste et aussi qui est un peu sous-dimensionné. D'où la nécessité de réhabiliter l'existant et d'ajouter de nouvelles infrastructures pour assurer un drainage correct. D'accord. Pour assurer un drainage correct, est-ce que tout le réseau national sera curé avant l'installation complète de l'hivernage? Bon, il faut dire, la règle, ce n'est pas de curer tous les réseaux. Il y a des taux d'abord qu'on utilise environ de 30 à 40% pour la préparation de l'hivernage parce que on fait un curage rotatif du réseau. Ce qui est programmé peut être réalisé cette année-ci. S'il n'y a pas un ensablement très important, il n'est pas nécessaire de le faire l'année suivante. Mais ce que je peux dire pour la consistance des travaux qui ont été définis, tout ça sera réalisé avant le 31 juillet de cette année. Le point avec le directeur général de l'ONAS à suivre après cette édition. L'élaboration d'un rapport national de suivi des objectifs de développement durable est au centre d'un atelier technique. Cette rencontre est initiée par le ministère de l'économie, des finances et du plan et devrait permettre d'établir la situation de référence des ODD dans le cadre de la planification du plan Sénégal émergent. Rougia Touba. L'alignement et l'intégration des objectifs de développement durable dans les politiques publiques créent un effet de synergie. Les différents acteurs participent à la mise en œuvre des stratégies définies par le gouvernement qui a opté pour une démarche graduelle. D'abord, nous devrons intégrer certaines cibles urgentes des ODD à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du PSE et aux lettres de politique sectorielle de développement sur la période 2014 et 2018 et ensuite animer et harmoniser le suivi avec notre cadre de suivi de politique publique. Dans cet exercice, le gouvernement du Sénégal peut compter sur ses partenaires, parmi lesquels le PAM. Le Programme alimentaire mondial travaille sur l'ODD 2 relatif à la lutte contre la faim. Il a déjà reçu de plusieurs secteurs des rapports. Ces rapports doivent être analysés. On doit créer une dynamique, une analyse systémique de tous les secteurs qui ont été visités pour en sortir l'essentiel, pour avoir cette photographie du Sénégal dans la lutte contre la faim et demander à des experts qui sont avec nous de nous suggérer comment... Les informations recueillies permettront d'harmoniser et d'évaluer l'alignement PSE-ODD. Moins d'1%, c'est l'infime part de marché que les entreprises sénégalaises ont eu du budget de l'ONU dédié aux approvisionnements, un budget de plus de 3 milliards soumis à la passation de marché. Pour amener ces entreprises à plus se soumissionner au marché de l'ONU et à les gagner, le ministère des Affaires étrangères mise sur le renforcement de capacités à Ramdawa. Au moins deux choses pour intéresser les entreprises sénégalaises aux achats que le système des Nations Unies effectue. D'abord le volume, toujours très important. Ensuite le montant, plusieurs millions de dollars chaque année. Le budget, je vous donne un exemple, consacré aux opérations du maintien de la paix de 2015 à 2016 est chiffré à 7 milliards et demi pour les dépenses. Nous avons également sur les marchés de manière générale 3,2 milliards qui sont annuellement donc dépensés par le système des Nations Unies et pour lesquels nos entreprises publiques doivent s'intéresser davantage. Les approvisionnements de l'ONU en biens, en équipements et en services ne se font que par marché via un portail mondial ouvert à tous. Malheureusement, les entreprises sénégalaises soumissionnent très peu. Nous avons à peu près une dizaine d'entreprises nationales qui sont inscrites sur le portail du système des Nations Unies pour une valeur en deçà de 1 million de dollars. Nous sommes pratiquement à 975 000 dollars. C'est pour corriger tout cela que la représentation du Sénégal auprès des Nations Unies a fait venir des experts de la division des achats de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères avait exprimé le souhait de voir le secteur privé national saisir les opportunités d'affaires offertes par l'Organisation des Nations Unies. Cette ambition est née du constat de la faiblesse des parts de marché obtenues par notre pays
0,03% du budget en matière d'acquisition de biens et services. Comment devenir fournisseur du système des Nations Unies? Après ce séminaire, 4e du genre, la cinquantaine d'entreprises invitées devraient pouvoir savoir et saisir les opportunités. Un autre chiffre, 10 dons pour 1000 habitants. C'est l'objectif que se fixe le Centre national de transfusion sanguine d'ici 2027. En 2017, plus de 95 000 dons ont déjà été recensés. Une progression certes, mais le gap est encore important. Avec ce constat, les hommes qui donnent plus de leur sang que les femmes. Ce mercredi, c'est la journée mondiale des donneurs de sang et c'est Fatou Saro qui nous en parle. Le Sénégal a besoin de 10 dons pour 1000 pour couvrir ses besoins en produits sanguins. Malgré une nette progression ces 3 dernières années, le gap est encore important. En 2016, nous avons eu 86 000 dons de sang, vers 95 000 dons en 2017. L'objectif, c'est d'atteindre au moins 140 000 dons. Ce qui fait que d'ici une dizaine d'années, on pourra certainement atteindre l'objectif de 10 dons pour 1000 habitants. L'atteinte de ces objectifs nécessite la mise en place d'un tissu transfusionnel bien réparti et qui répond aux normes. Le centre de transfusion aujourd'hui, c'est quand même un centre de référence en Afrique francophone. Nous disposons des équipements de dernière génération qui nous permettent aujourd'hui de faire la sécurisation du sang. L'un des atouts du Sénégal et qui a beaucoup contribué à la faible prévalence du VIH notamment au Sénégal, c'est la précocité et l'efficacité de la réponse pour maîtriser le risque infectieux avec la transfusion. Qu'en est-il des régions? Nous avons au total 23 structures de transfusion sanguine dans le pays. Il faut maintenant que les structures au niveau des régions puissent être mieux équipées. Et je pense que c'est le sens du nouveau plan stratégique qui va justement proposer la construction de 4 nouveaux centres régionaux de transfusion sanguine. Le défi qui reste, c'est d'avoir suffisamment de dons de sang. Ces dons, il en faut encore et encore, puisqu'il n'est pas rare de voir des familles se mobiliser pour donner du sang à un parent en situation d'urgence médicale. Au Sénégal, aujourd'hui, entre 20 et 30% des dons de sang se font par ce qu'on appelle des dons familiaux. Cela signifie qu'on attend que le patient ait besoin de sang pour que les parents mobilisent un peu Ça se voit surtout dans les régions. À Dakar, c'est moins de 1%. Une disparité qui reflète un déficit de moyens logistiques et d'engagement des donneurs. À Dakar, plus de 60% des dons se font par les équipes mobiles. Il faut être doté de ressources humaines, il faut être doté de véhicules pour le faire, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement dans les petites banques de sang. Et je pense que c'est ça qui sous-tend l'idée de développer plutôt de grands centres régionaux de transfusion sanguine. Pour être donneur, il faut avoir entre 18 et 60 ans. Au Sénégal, plus de 60% des donneurs ont moins de 35 ans et sont à 75% des hommes contre 25% de femmes. Pour les groupes sanguins, les banques de sang reflètent une dominance du O positif avec 55%, 40% pour les A et B et 5% de AB. Les groupes négatifs, les rhésus négatifs sont peu fréquents, en moyenne vers 5% des donneurs de sang, ce qui explique aussi que les receveurs des patients qui ont besoin de sang négatif ont plus de difficultés à en trouver. D'où l'intérêt pour ces groupes de se constituer en donneurs. Mais à cette période de Ramadan, les candidats sont encore plus rares. Le nombre par jour est passé de 70 à 20 en moyenne. Les 15 jours qui précèdent le mois, nous effectuons de très grosses collectes et pendant le mois aussi, nous organisons des collectes surtout au niveau des paroisses et dans certaines mosquées après la rupture du jeûne. Ça nous permet donc de pouvoir disposer des poches de sang qu'il nous faut pour assurer tout le mois. Pour marquer la célébration de cette journée mondiale du donneur de sang, une collecte a été organisée avec l'aide de l'Église et le plan stratégique 2017-2021 adopté ce jour. Retour sur une autre journée internationale, celle consacrée à l'albinisme. Le phénomène qui a une origine génétique étonne par ses manifestations. Comment comprendre la naissance d'un enfant tout blanc
dans une famille où il n'y a pas un seul teint clair. Justement, les adeptes de la dépigmentation doivent envier un peu ces peaux blanches. Albinos, le paradoxe du noir-blanc, c'est une chronique signée Oumar Diaw. L'albinisme n'est certainement pas l'atteinte génétique la plus grave, mais elle est sûrement l'une des plus spectaculaires. Naître tout à fait blanc de parents noirs d'ébène, voilà résumer l'affaire. On devine le choc, voire la déception d'un couple perplexe penché sur le berceau, se disant comment est-ce possible. La plupart l'ignorent, le père et la mère sont les transmetteurs de ce phénotype, de ce caractère apparent pour faire simple. Mais pour ne pas verser dans le simplisme qui ne convient pas à la génétique, comprendre qu'un tel résultat s'explique par le génotype des parents porteurs du trait qui est récessif. Autrement dit, la naissance d'un enfant albinos dans un couple indique que chacun des deux conjoints a apporté sa contribution. L'arrivée d'un enfant albinos dans une famille n'a rien d'étrange ou de diabolique et ne relève strictement d'aucune malédiction. La complexité du phénomène se mesure au fait que deux albinos peuvent donner au hasard de la distribution des gènes au cours d'une fécondation un enfant totalement noir. Comme tous les enfants, ils ont besoin d'amour, d'éducation et de protection. Dans bien des pays africains baignant encore dans le mysticisme et le paganisme obscur, leurs organes sont recherchés comme si leur teint translucide avait ce pouvoir d'éclairer, de faire accéder au pouvoir ou à la richesse. Être albinos n'est pas une fatalité, ce qui est une calamité, c'est cette pratique qui consiste à vouloir vaille que vaille s'enlever la mélanine protectrice sous la peau. Où est donc la fierté de la peau noire? Les albinos doivent bien se dire que c'est un paradoxe majeur de l'existence et en rire un peu. Pendant une semaine, les enfants seront à l'honneur. Cette année, la 27e édition de la Journée de l'enfant africain sera célébrée à Saint-Louis, coïncidant avec la 29e édition de la Semaine nationale dédiée aux enfants. Face à la presse, les acteurs ont décliné les grandes lignes et dévoilé le thème retenu à Bassau. En mémoire des enfants de Soweto de 1976, où des élèves ont été massacrés, le Sénégal célèbre la Journée de l'enfant africain, coïncidant avec la 27e édition et la 29e Semaine nationale de l'enfant. En prélude, les acteurs se sont réunis pour dégager les perspectives. Le comité régional de Saint-Louis a choisi la commune de Pal, qui est réputée être une commune amie des enfants, qui va abriter cette importante journée. Nous avons prévu plusieurs activités au cours de la semaine qui seront clôturées par un panel de haut niveau avec les religieux qui se tiendra dans un hôtel de la place le 29 juin. Et en temps, il est prévu également un forum sur la participation des enfants au Grand Théâtre et cela sera l'occasion pour les enfants de s'exprimer mais aussi d'évoquer toutes les questions sensibles qui sont liées aux objectifs de développement durable et qui les concernent dans leur vie quotidienne. Le Sénégal, soucieux du respect de ses engagements internationaux, a mis en œuvre d'importantes mesures pour le respect des droits de l'enfant, desquelles celle de l'adoption en 2013 d'une stratégie nationale de protection de l'enfant permettant, entre autres, une meilleure harmonisation des interventions. L'agenda 2030 pour un développement durable en faveur des enfants en Afrique accélérons la protection, l'autonomisation et l'égalité des chances, thème de cette année, qui sera lancé à Saint-Louis du Sénégal. Il est donc impératif de jeter les bases nécessaires à ces objectifs de développement durable pour effectuer des progrès concrets d'ici 2030. Par rapport aux droits de l'enfant, le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant a réaffirmé l'importance de les lier à l'agenda 2030, les engagements des États en matière de droits de l'enfant devant être au cœur de la mise en œuvre des ODD. Et l'agenda laisse apparaître des activités d'envergure à l'échelle nationale pour mieux protéger les enfants. Une semaine en faveur de ces tout-petits qui sera présidée par Mme Mariama Sarr, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Femmes enceintes ou allaitantes, consultez votre médecin avant de jeûner. Conseil de spécialistes pour éviter les menaces qui peuvent guetter votre bien-être en cette période. Hypertension, déshydratation ou toute autre pathologie fréquente pendant la grossesse. C'est le sujet de la rubrique santé avec Fatimata Banelba. Cette patiente présente les signes d'une baisse de tension. Malgré la grossesse qu'elle porte, elle a décidé de jeûner, ce qui n'est pas sans conséquence.
Le fœtus a besoin des oligo-éléments, il a besoin des vitamines. Et le jeûne peut réduire tout ce que le fœtus a besoin. Dans ce cas, on leur conseille de ne pas jeûner. Cependant, une femme enceinte peut bel et bien jeûner, mais avant de le faire, elle doit s'assurer que sa santé le lui permet. Une femme qui craint pour la santé de son bébé ou pour sa propre santé peut ne pas jeûner. Donc si la femme décide de jeûner maintenant, il y a des mesures d'accompagnement. Et la première mesure, c'est d'aller voir son médecin, discuter, échanger avec lui, voir dans quelle mesure est-ce qu'elle pourra jeûner correctement. Il en est de même pour les femmes allaitantes, sauf si l'enfant est nourri exclusivement au lait maternel. Si c'est un enfant qui se nourrit exclusivement de lait maternel, là, il faut être beaucoup plus sévère, beaucoup plus regardant sur l'enfant et puis moins autorisé à la femme de jeûner. Donc il va falloir qu'elle boive très souvent, qu'elle surveille également son bébé. Surveiller le bébé, ça peut être surveiller les couches. Peut-être que le bébé n'est pas bien hydraté. Surveiller les couches. Si bébé mouille moins souvent ses couches, là, ça peut vouloir dire que il y a un petit souci. Si bébé est plus irritable, ça veut dire qu'il y a un petit souci, etc., etc. Donc, il va falloir qu'elle se surveille elle-même. Une bonne santé, une alimentation équilibrée, se réhydrater, quelques conseils pratiques prodigués aux femmes pour mener à bien leur jeûne. D'abord, à la rupture, il faut manger beaucoup d'aliments sucrés, énergétiques. Ensuite, les féculents, parce que les féculents, ce sont les sucres lents qui vont lui permettre de supporter un peu pendant la journée. Et puis se reposer, parce qu'il ne va pas falloir qu'elle fasse beaucoup d'activités, sinon elle va dépenser plus d'énergie et puis son organisme va en demander beaucoup plus. Donc ce sont des conseils comme ça qu'on pourrait donner à la femme. Et puis en fonction de sa réaction, de la réaction de son enfant, ajuster ou lui dire, il faut arrêter parce que vous ne supportez pas. Mais si elle supporte, l'enfant supporte, il n'y a pas de problème. Je conseille les femmes allaitantes ou bien qui sont en état de grossesse de respecter le calendrier vaccinal et les rendez-vous. Parce que c'est la sage-femme ou le médecin traitant qui est habilité à conseiller aux femmes allaitantes ou en état de grossesse de jeûner ou de ne pas jeûner. Tout musulman est obligé de jeûner durant le mois de Ramadan, tant que sa santé le lui permet. Les femmes en état de grossesse et celles allaitantes peuvent le faire sur avis médical, tout en respectant certains conseils. Difficile de combiner soif, faim, chaleur et exercer un métier éreintant, marchand ambulant, maçon, ouvrier ou autre. Cette période de Ramadan est très dure pour ces catégories professionnelles. À Ziguinchor, avec la forte canicule, ils n'ont que leur foi et la volonté de gagner dignement leur vie qui les motivent. Jeûneurs, travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Dieu rétribuera. Kaltoum Gueye. Des coups de pelle sous le chaud soleil à longueur de journée, c'est le quotidien de Ibrahima Diagui et compagnie. Leur travail consiste à charger les camions de sable ou de béton, c'est selon un travail qui n'est pas du tout repos. C'est dur avec le ramadan, mais comme je n'ai pas un autre travail à faire, avec le ramadan, là, si je ne fais pas aussi le travail là, je n'aurai pas de quoi à rompre mon ramadan. C'est pour cela que je suis obligé à le faire. En ce mois béni de Ramadan, certains métiers sont plus difficiles à pratiquer qu'en temps normal. C'est le cas des ambulants. Et pour supporter la faim et la chaleur, une organisation s'impose. Ah, ça c'est dur, hein? Ça ne marche pas beaucoup. Comme il n'y a pas un autre travail, c'est pour cela que je vends ça. Ah, ça dure, c'est dur. Avec le soleil, c'est quand jusqu'à 12h, après c'est mes cours, jusqu'à 17h, après ça commence encore. Je vais au marché le matin à partir de 11h. Je fais le tour des quartiers pour vendre mon poisson. Si je suis fatiguée, je rentre et je congèle le reste jusqu'au lendemain. On les appelle pousse-pousse. Ils transportent les marchandises par la force de leurs bras. Pour ces pères de famille, c'est une obligation d'apporter quelque chose à la maison. Actuellement, le travail est très difficile, mais on le fait parce qu'on n'a pas le choix. Je conduis un pousse-pousse, c'est très dur, je ne vous le cache pas, surtout avec le ramadan.
On les trouve dans chaque coin de Ziguinchor. Ces ouvriers travaillent 7h à 17h par jour. Ils installent des câbles dans toute la ville. Durant ce mois de Ramadan, on ne perd pas de temps. On vient à 7h du matin et on travaille jusqu'à 17h. Chaque mètre creusé revient à 500 francs CFA. Des fois, on tombe sur un site pierreux et on paye 800 francs CFA. Mais même avec ça, ce n'est pas bon. Il devrait au moins payer le mètre à 1500 ou même à 2000 francs CFA parce qu'on fait un travail très dur. C'est dur, très dur même. Vous ne pouvez pas comprendre. On transpire beaucoup avec le ramadan. Ce n'est pas évident. Les passants, ceux qui sont dans les bus, tous ont piqué de nous. Mais nous sommes des hommes, on gère. Et pour ces ouvriers, la rémunération qu'ils reçoivent n'est pas à la hauteur de l'effort fourni. S'il y a beaucoup de camions, on peut gagner 5 000, 6 000. Ça dépend du nombre de camions que vous travaillez par jour, quoi. Cela dépend des fois. Si la journée est très bonne, à la descente, je peux avoir entre 2 000 ou 3 000 francs CFA. Sinon, j'ai au minimum 1 500 francs. S'il y a un qui tire son épingle du jeu, c'est bien ce marchand ambulant. En ce mois béni de Ramadan, la vaisselle se vend bien. Durant le mois de Ramadan, le travail marche bien pour nous. La vaisselle se vend bien, les tasses, les plats sont très prisés. Je ne me plains pas. À cette période de l'année, à Ziguinchor, la chaleur est à son paroxysme. Coïncidant avec le Ramadan, cela devient difficile pour les ouvriers de faire leur travail. Si pour certains, la solution est trouvée, ne pas jeûner. Pour d'autres, c'est une organisation du travail qui est faite. Ils font également appel à leur force physique pour gagner leur vie. Faire le mortier depuis la fondation jusqu'au coulage d'un bâtiment, c'est la tâche des maçons au quotidien. En ce mois de Ramadan, l'activité qu'ils mènent, vous allez le voir dans ce reportage de Ibrahim Ndong, prend des allures d'un véritable fardeau. Signe de fatigue. Cet ouvrier n'en peut plus. Les rigueurs du Ramadan sont passées par là. Je me rafraîchis un peu parce que c'est difficile la maçonnerie, surtout en cette période. On n'a pas le choix. Certes, nous avons jeûné, mais nous sommes obligés de travailler. Les ouvriers s'activent pour le coulage. C'est l'une des étapes les plus difficiles dans la construction. Malgré tout, on tient le coup. C'est vrai que le travail est dur en ce moment. Mais vous savez, nous avons l'habitude. En temps normal, il nous arrive de travailler jusqu'à 18h sans déjeuner. C'est pourquoi nous ne faisons pas la différence entre le Ramadan et le temps normal. L'état de forme du chef de chantier, tous les membres de l'équipe ne l'ont pas. Ce coffreur, lui, semble être gagné par la fatigue. Je suis chargé du coffrage du bâtiment depuis le début. Et c'est un travail pénible vraiment. Là, je vois à peine. C'est la fatigue. Et pour faire face à ces travaux pénibles, certains ouvriers se préparent dès le repas de l'aube. Nous prenons un menu consistant dès le repas de l'aube pour pouvoir tenir. Avant la rupture, on prend de la viande, du riz, entre autres. Ces ouvriers ne manquent pas de stratégie de travail durant le Ramadan. Ils viennent plus tôt que d'habitude pour affronter le travail. La page internationale de ce mercredi nous conduit au Maroc, à Londres, aux États-Unis et en France. Et puis en Libye, la CPI demande une arrestation immédiate de Saïf al-Islam, le fils de Kadhafi. Anaïs Nyanyamane.
Le procureur de la Cour pénale internationale demande l'arrestation immédiate de Saïf al-Islam. Le fils de l'ex-dictateur libyen Muammar Kadhafi a été relâché vendredi selon un groupe armé libyen. Le mandat d'arrêt délivré à son encontre en 2011 pour crime contre l'humanité est toujours en vigueur d'après la CPI. Arrivé au Maroc du président français, Emmanuel Macron est au Maroc pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Il est accueilli par le roi Mohamed VI. À Londres, un gigantesque incendie a ravagé dans la nuit de mardi à mercredi un immeuble d'habitation. Le bilan provisoire des sapeurs-pompiers et de la police fait état d'au moins 12 morts. Plusieurs personnes sont portées disparues et une trentaine de blessés. L'immeuble comptait 27 étages, dont 120 appartements. Les causes de l'incendie restent indéterminées. Le président des États-Unis, Donald Trump, a salué l'intervention héroïque de la police contre des républicains dans la journée. Il a annoncé la mort de l'assaillant. Bilan, plusieurs blessés, dont un élu républicain du Congrès. Et enfin, en France, mort du reporter Hervé Guesquer, retenu en otage 18 mois en Afghanistan. Guesquer est décédé ce mercredi à l'âge de 54 ans suite d'une longue maladie. Journaliste à France Télévisions, il a réalisé de nombreux grands reportages couvrant notamment les conflits en Croatie, en Bosnie et au Rwanda. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Qui passe maintenant de 255 à 300 francs. Et ça, je crois que aussi ça a été nous tous notre doléance. Et je remarque que l'État l'a déjà satisfait. Donc aujourd'hui, il ne reste qu'à mon niveau, qu'au niveau des producteurs, une question d'engagement, une question de rigueur et une question de sacrifice. C'est la troisième fois que Missirah a accueilli le lancement de la campagne. Les acteurs espèrent que celle-ci soit le point de départ de nouveaux records de production. Et on en vient à notre focus sur les MVNO. Comprenez, les opérateurs mobiles virtuels. Il y a quelques jours, 3 entreprises de droit sénégalais se sont vues attribuer des licences MVNO. Mais alors, qu'est-ce qu'un MVNO? Comment ça marche? Peuvent-ils bousculer le marché des télécoms au Sénégal? Question-réponse avec René Léon Fonseca. Il faudra désormais compter avec eux. Même dépourvus de réseau d'accès, d'infrastructures ou encore de spectre de fréquences, ces MVNO ou opérateurs mobiles virtuels auront certainement leur mot à dire dans ce vaste champ des télécoms dominé par 3 opérateurs traditionnels. Mais concrètement, qu'est-ce qu'un MVNO? Mobile Virtual Operator Network, donc c'est l'opérateur mobile virtuel. C'est une nouvelle classe d'opérateurs qui est apparue dans les années 2005, qui utilise les infrastructures d'un opérateur physique pour vendre des communications. Pour faire plus simple, un opérateur mobile virtuel fonctionne comme un grossiste. Il achète du crédit, des SMS et des gigaoctets à X prix pour les revendre à une clientèle qui lui est propre. Il va plus loin qu'un grossiste. C'est un grossiste qui a sa propre politique commerciale, sa propre politique marketing, qui a sa marque et qui fait ses propres offres. Donc, il va s'appeler différemment des opérateurs existants. Mais ces MVNO pourront-ils bousculer le marché? Pour ce spécialiste, la réponse est sans équivoque. Ces opérateurs vont à coup sûr réduire l'offre à moindre marge. Généralement, dans les études qui ont été faites sur les MVNO, que ce soit en France ou en Angleterre ou en Europe généralement, effectivement, on est arrivé à une baisse drastique des coûts. Le cas simple, c'est le cas d'accès à Internet en Europe, où l'émergence de Free et d'autres opérateurs qui au départ étaient des MVNO, d'accord, ont permis, à partir d'offres extrêmement agressives, de faire baisser les coûts d'accès. Pour d'autres, tout dépendra du choix de leur positionnement, égard à celui qui se positionnera low cost. Si un MVNO se positionne low cost, il va être tué par les plus gros acteurs qui peuvent faire plus bas que lui. Et dans le marché tel qu'il est actuellement, il y a des acteurs qui sont déjà low cost. Donc c'est le mauvais positionnement qu'il ne faut pas avoir. La différenciation se fera autrement. Sur
aux Parcelles Assainies, qui est un quartier, une commune, qui est confronté depuis un certain temps à des problèmes. Surtout à l'unité 24. Surtout à l'unité 24, l'unité 25. Les Parcelles Assainies sont confrontés à ce problème pour deux raisons. D'abord, avec l'urbanisation très rapide de cette zone, on imperméabilise de plus en plus le sol. Donc, il y a de moins en moins d'infiltration. Donc, nous disposons là-bas d'un réseau quand même un peu vétuste et aussi qui est un peu sous-dimensionné. D'où la nécessité de réhabiliter l'existant et d'ajouter de nouvelles infrastructures pour assurer un drainage correct. D'accord. Pour assurer un drainage correct, est-ce que tout le réseau national sera curé avant l'installation complète de l'hivernage? Bon, il faut dire, la règle, ce n'est pas de curer tous les réseaux. Il y a des taux d'abord qu'on utilise environ de 30 à 40% pour la préparation de l'hivernage parce que on fait un curage rotatif du réseau. Ce qui est programmé peut être réalisé cette année-ci. S'il n'y a pas un ensablement très important, il n'est pas nécessaire de le faire l'année suivante. Mais ce que je peux dire pour la consistance des travaux qui ont été définis, tout ça sera réalisé avant le 31 juillet de cette année. Le point avec le directeur général de l'ONAS à suivre après cette édition. L'élaboration d'un rapport national de suivi des objectifs de développement durable est au centre d'un atelier technique. Cette rencontre est initiée par le ministère de l'économie, des finances et du plan et devrait permettre d'établir la situation de référence des ODD dans le cadre de la planification du plan Sénégal émergent. Rougui Atouba. L'alignement et l'intégration des objectifs de développement durable dans les politiques publiques créent un effet de synergie. Les différents acteurs participent à la mise en œuvre des stratégies définies par le gouvernement qui a opté pour une démarche graduelle. D'abord, nous devrons intégrer certaines cibles urgentes des ODD à la mise en œuvre du plan d'action prioritaire du PSE et aux lettres de politique sectorielle de développement sur la période 2014 et 2018 et ensuite animer et harmoniser le suivi avec notre cadre de suivi de politique publique. Dans cet exercice, le gouvernement du Sénégal peut compter sur ses partenaires, parmi lesquels le PAM. Le Programme alimentaire mondial travaille sur l'ODD 2 relatif à la lutte contre la faim. Il a déjà reçu de plusieurs secteurs des rapports. Ces rapports doivent être analysés. On doit créer une dynamique, une analyse systémique de tous les secteurs qui ont été visités pour en sortir l'essentiel, pour avoir cette photographie du Sénégal dans la lutte contre la faim et demander à des experts qui sont avec nous de nous suggérer comment... Les infos. Ça se fera autrement. Je ne pense pas que ça se fasse sur les prix. Ciblage, positionnement, stratégie de différenciation, tels donc doivent être les maîtres mots de ces opérateurs. Pour l'heure, 3 entreprises ont été retenues pour les licences MVNO. Il s'agit de Sirius Telecom Afrique, U-Mobile et Originessa. L'autre interrogation également sur toutes les lèvres, c'est comment la procédure d'attribution des licences MVNO s'est déroulée. Nous avons posé la question au directeur des affaires juridiques et du contentieux à l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, Khalilou Gaye, que je vous propose d'écouter. Au moment du lancement, l'ARTP a reçu, on a vu 23 sociétés retirer le dossier. Sur les 23 qui ont retiré le dossier, il n'y a que 11 qui ont proposé une offre. Voilà, c'est donc à partir de l'ouverture des plis que commence le travail. Les critères sont les suivants. D'abord, il y a des critères de recevabilité, ensuite des critères de qualification et des critères de sélection. Les critères de recevabilité, il fallait au moins disposer d'un accord de principe parce que le MVNO est hébergé par un opérateur titulaire de licence. L'autre critère de recevabilité aussi, il fallait avoir une soumission de garantie, telle que prévue par le Code des marchés publics. Il fallait également que toute l'offre soit rédigée en français. Ça, c'est les conditions de recevabilité. Donc, parmi les 11 qui ont soumis un dossier, 2
candidatures ont été jugées irrecevables parce que n'ayant pas déposé d'accord de principe d'un opérateur titulaire de licence au Sénégal. Les 9 qui ont été donc recevables sont passés à la phase de qualification. Pour être qualifié, il fallait remplir fondamentalement 2 critères. Il fallait avoir une ancienneté, une expérience de 4 ans dans le secteur des MVNO, mais aussi il fallait au moins exercer l'activité dans au moins un pays dans le monde. L'appel d'offres qui a été lancé est un appel d'offres national, donc destiné aux nationaux. Mais puisqu'on est conscient qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience en matière de MVNO au Sénégal, on a laissé la possibilité aux candidats nationaux de venir en groupement avec des étrangers. Voilà. Et le candidat national peut bénéficier de l'expérience de son partenaire étranger. Autre actualité, l'hivernage 2017 qui devrait s'installer sans difficulté majeure liée à l'assainissement, car toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité. Déclaration du directeur général de l'Office national de l'assainissement, invité de l'émission Le Point, Alun Badara Diop, nous fait le point justement des opérations pré-hivernage et fixe les priorités pour cette année. Pour cette année 2017, l'effort est surtout... Les informations recueillies permettront d'harmoniser et d'évaluer l'alignement PSE-ODD. Moins d'1%, c'est l'infime part de marché que les entreprises sénégalaises ont eu du budget de l'ONU dédié aux approvisionnements, en budget de plus de 3 milliards soumis à la passation de marché. Pour amener ces entreprises à plus soumissionner au marché de l'ONU et à les gagner, le ministère des Affaires étrangères mise sur le renforcement de capacités à Ramdawa. Au moins 2 choses pour intéresser les entreprises sénégalaises aux achats que le système des Nations Unies effectue. D'abord le volume, toujours très important. Ensuite le montant, plusieurs millions de dollars chaque année. Le budget, je vous donne un exemple, consacré aux opérations du maintien de la paix de 2015 à 2016 est chiffré à 7 milliards et demi pour les dépenses. Nous avons également sur les marchés de manière générale 3,2 milliards qui sont annuellement donc dépensés par le système des Nations Unies et pour lesquels nos entreprises publiques doivent s'intéresser davantage. Les approvisionnements de l'ONU en biens, en équipements et en services ne se font que par marché via un portail mondial ouvert à tous. Malheureusement, les entreprises sénégalaises soumissionnent très peu. Nous avons à peu près une dizaine d'entreprises nationales qui sont inscrites sur le portail du système des Nations Unies pour une valeur en deçà de 1 million de dollars. Nous sommes pratiquement à 975 000 dollars. C'est pour corriger tout cela que la représentation du Sénégal auprès des Nations Unies a fait venir des experts de la division des achats de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères avait exprimé le souhait de voir le secteur privé national saisir les opportunités d'affaires offertes par l'Organisation des Nations Unies. Cette ambition est née du constat de la faiblesse des parts de marché obtenues par notre pays, 0,03% du budget en matière d'acquisition de biens et services. Comment devenir fournisseur du système des Nations Unies? Après ce séminaire, 4e du genre, la 50aine d'entreprises invitées devrait pouvoir savoir et saisir les opportunités. Un autre chiffre, 10 dons pour 1000 habitants. C'est l'objectif que se fixe le Centre national de transfusion sanguine d'ici 2027. En 2017, plus de 95 000 dons ont déjà été recensés. Une progression certes, mais le gap est encore important. Avec ce constat, les hommes qui donnent plus de leur sang que les femmes. Ce mercredi, c'est la journée mondiale des donneurs de sang et c'est Fatou Saro qui nous en parle. Le Sénégal a besoin de 10 dons pour 1000 pour couvrir ses besoins en produits sanguins. Malgré une nette progression ces 3 dernières années, le gap est encore important.
En 2000, à la cérémonie de lancement, les producteurs, l'État et les spécialistes de la filière s'engagent pour de nouveaux records. En 2016, les taux avaient baissé rien que 15 000 tonnes, alors que le prix aux producteurs est passé de 250 à 350 francs le kilo. La 4G virtuelle s'invite dans le secteur des télécoms au Sénégal. 3 opérateurs ont obtenu des licences, mais les interrogations se multiplient autant sur le processus d'octroi et la place des MVNO dans le dispositif actuel. Alors comment ça marche? Vont-ils bousculer les opérateurs classiques? Élément de réponse dans le dossier de cette édition. 86 000 en 2016, plus de 95 000 en 2017. Le don de sang gagne quelques milliers de poches. Il y a à ce jour 6 donneurs pour 1000 habitants, alors que notre pays vise l'objectif de 10 donneurs de sang pour le même nombre de personnes à l'horizon 2027. Le gap est là. La journée mondiale du donneur du sang célébrée ce 14 juin offre l'occasion de faire le plaidoyer pour que tout le monde s'y mette. Et puis Ramadan, grossesse et allaitement, c'est le sujet de la rubrique santé de ce soir. Les femmes qui sont dans cet état sont soumises à des conditions avant de jeûner. Consulter son médecin est la première chose à faire pour ne pas s'engager dans cette démarche de foi, certes, mais attention à certaines menaces sur votre bien-être. Conseil aussi valable pour ceux qui exercent des métiers durs, ouvriers, maçons, marchands ambulants. Attention à la chaleur ou à l'excès dans les efforts physiques. Bonsoir à tous. La campagne 2017-2018 pour le coton a démarré. Missirah, dans la région de Tambacounda, a abrité la cérémonie de lancement après une année 2016 qui aura été marquée par une baisse de la production. Néanmoins, les meilleurs producteurs ont été distingués et cette année, l'assurance agricole entre en jeu. Abdoulaye Sinkaré. C'est dans une ambiance de fête que Missirah a accueilli le lancement de la campagne cotonnière 2017-2018. Cette rencontre est un moment où les acteurs jettent un regard sur le rétroviseur et ouvrent des perspectives. Cette rencontre est aussi un prétexte pour honorer les grands producteurs de toutes les zones cotonnières. La campagne écoulée a été marquée par une baisse de la production due, entre autres, à une mauvaise pluviométrie. Seulement 15 000 tonnes. Dans le cadre de son plan stratégique Sodefitex 2020, l'entreprise compte redresser la barre en diversifiant. Nous voulons une nouvelle figure de la Sodefitex en 2020, qui ne soit plus une agro-industrie cotonnière, mais une agro-industrie diversifiée, rentable, qui joue sur l'évolution des coûts et qui permet de contribuer à la sécurité alimentaire dans notre pays. Et pour parer à toute éventualité, l'assurance agricole est mise à contribution. Au-delà du coton, il va falloir développer les autres productions que sont le maïs, le riz, etc. Et dans cette perspective, la CNCAS est disposée à accompagner les producteurs que vous êtes et l'ensemble des acteurs. Je voudrais le confirmer ici. Le défi est grand. Pour le relever, le gouverneur en appelle à l'engagement des producteurs. L'État vient de faire un autre effort extrêmement important. C'est un peu vraiment de relever le prix au